Bonjour à tous. Merci d'être venus à cet avant-dernier cours de la série, toujours aussi nombreux. Cette semaine, on va parler toujours d'invasion biologique et on va parler de changement climatique. Vous remarquerez que j'ai coupé la clim dans la salle, histoire de mettre l'ambiance un petit peu comme ça, vous vous sentirez un peu plus. Elle a été en panne ce week-end, c'est pour ça qu'elle ne marche pas. Mais c'est très bien, ça va vous faire sentir, comme ce week-end, j'imagine, vous avez déjà senti un peu que ça chauffait. Donc, on va parler de changement climatique dans le cadre des invasions biologiques. Mais avant ça, évidemment, on va essayer d'expliquer les liens qu'il y a entre le monde vivant et le changement climatique. Et puis, on va étudier l'impact du changement climatique sur les espèces exotiques envahissantes et sur les invasions. En priorité, on va se demander, est-ce que le changement climatique va modifier la donne, dans un sens ou dans un autre? Et pour ça, on va travailler sur deux groupes d'études qui ont été faits d'ailleurs par deux de mes thésardes. Le changement climatique et les fourmis envahissantes, donc tout un groupe taxonomique, les fourmis, dont vous avez déjà eu un aperçu avec un cours entier il y a quelques semaines. Et ensuite, le changement climatique sur un groupe beaucoup plus hétérogène, mais beaucoup plus large. Mais tout d'abord, ce lien entre la biodiversité et le changement climatique. Alors, le lien évident, c'est que la perte de biodiversité, elle est due à 5 grandes causes globales, vous vous en souvenez, et une de ces causes globales, c'est le changement climatique. Une autre étant les invasions biologiques. Et on va, pendant cette partie, regarder un petit peu comment le changement climatique va affecter la biodiversité. On entend souvent parler du fait que ce sont deux crises qui sont très importantes, et on les met en regard en général, et il y en a une qui est plus importante que l'autre. Bon, je vous laisserai juge de ça, mais on va regarder un petit peu ça en détail. D'abord, on va se poser la question de pourquoi est-ce que le climat est important pour le monde vivant. Et on va même aller un petit peu plus loin, on va se demander pourquoi il est si important pour le monde vivant. En fait, ici, vous avez deux espèces de renards, qui sont deux renards qui vivent dans des milieux extrêmes, dans des déserts à température extrême. Le fennec qui vit dans un désert chaud et le renard arctique qui vit dans un désert froid, le renard polaire. Et évidemment, si vous inversez les deux vont mourir. Les deux sont extrêmement bien adaptés à leur milieu. Et en fait, pour les espèces, le climat, c'est le premier facteur qui fait qu'un environnement est favorable ou non. Et les écologues se sont posé la question depuis assez longtemps de pourquoi les espèces sont là où elles sont. Pourquoi il y a des endroits où elles sont plus nombreuses, pourquoi il y a des endroits où il y a une richesse spécifique plus importante, et pourquoi il y a des endroits où il y a tout autant d'individus mais moins d'espèces. Et en fait, on a pu chercher vraiment ce qui dictait ce patron de distribution des espèces un petit peu sous tous les angles, et on n'a pas vraiment trouvé mieux que le climat. Ici, vous avez la richesse en vertébrés, et on voit que ça colle à peu près au climat. En fait, l'explication, c'est que toutes les espèces ont ce qu'on appelle des limites de tolérance pour les facteurs environnementaux, pas que le climat, mais tous les facteurs environnementaux. Et en deçà de ces limites de tolérance et au-delà de ces limites de tolérance, les individus ne peuvent plus survivre, ne peuvent plus se développer et ou ne peuvent plus se reproduire. Il n'y a qu'une gamme de paramètres qu'elles tolèrent. C'est assez logique. Et en fait, on va expliquer ça un petit peu avec la température, mais il n'y a pas que la température. Donc si vous prenez une gamme de températures, avec des températures basses et des températures hautes, je ne mets pas de degrés évidemment parce que c'est pour toutes les espèces pareilles, mais donc qu'est-ce qui est bas et qu'est-ce qui est haut, ça dépend des espèces. Okay, et ici, vous avez le nombre d'individus.
En fait, vous allez avoir une distribution comme ça, le long d'un gradient, où vous allez avoir des températures qui sont optimales, des températures qui sont trop basses et des températures qui sont trop hautes. C'est ce qu'on appelle des limites de tolérance, et ça existe pour tous les facteurs environnementaux qui sont importants pour la vie. Et donc, cette gamme de températures ou d'autres facteurs environnementaux, elle vous donne des zones ici, avec une zone optimale, c'est là où les individus vont être le mieux, et donc c'est pour ça qu'ils vont être le plus nombreux ici. Et puis vous avez des zones qui sont des zones de stress physiologique. Là, par exemple, en canicule, vous êtes en stress physiologique, donc il fait trop chaud, ou alors vous pouvez avoir aussi trop froid. Et puis vous avez carrément des zones qui sont des zones d'intolérance. Okay ? La physiologie ne tolère pas des températures trop chaudes ou des températures trop froides, ou un pH trop acide ou un pH trop basique, etc. Ou une salinité, ou de la luminosité, ou etc., etc. Donc vous avez vos individus comme ça qui sont surtout regroupés dans cette zone optimale, avec quelques individus quand même dans les zones de stress physiologique. C'est les individus qui sont un petit peu différents des autres, qui supportent un petit peu mieux le plus ou le moins. Et puis dans les zones d'intolérance, il n'y a rien puisqu'elles sont intolérantes, les espèces. C'est assez simple, hein. Vous avez cette zone-là qui est la fenêtre de tolérance. Maintenant, avec le changement climatique, on va shifter cette fenêtre, on va shifter là où on va se trouver dans la gamme de notre paramètre, qui peut être la température ou qui peut être autre chose, et vous allez voir qu'on a une petite zone qui est la zone de tolérance, la zone optimale, on a une zone qui est la zone de stress physiologique qui est en plein milieu, et puis on a une zone d'intolérance qui évidemment dépasse aussi. Donc nos individus, typiquement, s'ils ne changent pas, ils vont être dans une situation où ils peuvent être que moins nombreux. D'accord ? Et ça, je vous ai mis l'exemple pour la température, mais il y a pas mal d'autres facteurs pour lesquels ça existe. Sur les écosystèmes terrestres, vous avez la lumière, la température, précipitation, vent, altitude, fréquence des feux, teneur en eau du sol. Et pour les écosystèmes aquatiques, par exemple, vous avez température, pénétration de la lumière, les courants marins, la salinité, le pH, les matières en suspension, etc. Donc vous avez pas mal de facteurs comme ça qui fonctionnent de la même manière, avec des limites de tolérance et qui peuvent changer, et notamment qui peuvent changer avec le changement climatique. Alors, les effets du changement climatique sont déjà visibles. Et si vous vous souvenez, je vous ai fait un petit cours sur le déni scientifique. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas au changement climatique. En France, je crois que c'est 40% de mémoire. C'est énorme, hein, 40% qui remettent en question le changement climatique ou l'origine humaine du changement climatique. Et les écologues, ça les fait sourire un peu parce que en fait, les plantes et les animaux y croient visiblement parce qu'on voit qu'au fil des générations, les organismes changent, les populations changent et les communautés changent. Ces changements sont observés depuis de nombreuses années, même depuis de nombreuses décennies. En fait, on a documenté des effets du changement climatique sur au moins 420 processus physiques et biologiques. Et ça entraîne des effets sur le phénotype et la structure génétique des espèces, sur la phénologie. Alors, je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est que la phénologie, sur les changements de distribution des aires des espèces et les perturbations d'interaction et d'assemblage d'espèces. Et si vous vous souvenez, les derniers cours, c'est important, les interactions entre les espèces. Je vais vous donner quelques exemples de tout ça, et je vais vous les donner avec des effets directs lents, directs rapides, indirect lent, indirect rapide, okay, pour donner un exemple de chaque. Mais évidemment, il y a énormément d'autres exemples. Alors, un effet direct lent, c'est l'augmentation du niveau des mers. Okay. Au rythme actuel, au niveau annuel, on estime que l'élévation du niveau des mers augmente de 3,5 mm par an. Et dans quelques décennies, on aura dépassé 1 mètre d'augmentation. Ça a l'air de rien, mais il faut imaginer qu'avec les marées,
avec les marées décennales, avec les marées centiennales qui sont plus importantes, on a régulièrement des zones beaucoup plus grandes qui sont recouvertes par des eaux salées. Okay. Évidemment, 1 mètre d'élévation, ça peut faire énormément sur les côtes. Ici, vous avez les données du dernier rapport GIEC sur ce qui est prévu. Donc, avec la gamme actuelle 0,3 à 1,2 mètres, augmentation possible due à la fonte de l'Antarctique jusqu'à 2,4 mètres. Alors, 1 mètre d'augmentation dans quelques décennies, ce n'est pas longtemps, hein, en général c'est 2050 qu'on regarde, donc quelques décennies, c'est dans 25 ans maintenant. Bah, l'île Surprise, elle sera sous l'eau, complètement. Okay. Si vous vous souvenez du cours dernier, c'est évidemment quelque chose de problématique, quelque chose que j'ai réalisé après avoir réalisé le programme sur Surprise. Et puis, on a fait une étude sur les 180 000 îles qu'il y a dans le monde. 1 mètre d'augmentation, qui est le scénario actuel, c'est 20 000 îles totalement sous l'eau. Et des dizaines de milliers d'autres îles qui sont partiellement sous l'eau. Ça peut être 75%, ça peut être 50%, et évidemment, ça veut dire un impact énorme pour les espèces qui vivent sur ces îles, parce qu'elles ne vivent pas sous l'eau en général. Donc ça, c'est un effet direct là. Je vous en donne un deuxième, c'est l'acidification des océans, pour rester dans les océans. Donc l'augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère va aussi augmenter le CO2 dans les océans, et ça va augmenter l'acidité de l'eau. Et l'augmentation de l'acidité de l'eau va changer certains processus chimiques et biochimiques, et notamment, ça va affecter la possibilité des organismes marins à construire un squelette calcique. Et les organismes marins qui ont un squelette calcique, c'est les mollusques, c'est les coraux, c'est les crustacés, c'est énormément d'invertébrés marins. Et s'ils n'arrivent plus à avoir leur squelette calcique, évidemment, le taux de survie peut chuter. Et puis, troisième exemple d'effet direct lent, puisqu'on est dans les coraux, c'est le blanchiment des coraux. Vous en avez certainement entendu parler. Je vous le dis quand même en quelques phrases. Les coraux, si c'est si joli, si c'est si coloré... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les coraux, c'est des animaux. Même si ça ressemble à des plantes, ce sont des animaux, et ce sont des animaux coloniaux. C'est-à-dire que là, vous avez une colonie, et chaque petit polype ici, c'est un animal. Et troisième originalité, on va dire, ce sont des animaux coloniaux symbiotiques. Donc ils vivent avec des petites algues symbiotiques, des zooxanthelles, qui sont à l'intérieur de ces coraux, et qui vont fournir des nutriments essentiels au corail. Okay. C'est pour ça que les coraux sont colorés comme ça. Maintenant, lorsque la température augmente, les zooxanthelles en fait, ont une réaction chimique qui produit des résidus toxiques dans le corail, et le corail les expulse. Donc une vague de chaleur, et les zooxanthelles sont expulsées, et les coraux se retrouvent sans leurs plantes symbiotiques et les nutriments que ça peut apporter. C'est ce qu'on appelle le blanchiment des coraux. Toutes les zooxanthelles ont été expulsées, et donc le corail n'a plus de couleur. Il est en général envahi par les algues derrière, et il meurt. Et donc on sait que l'augmentation de la température dans les eaux, du fait du rejet de ces algues par le corail, va faire des mortalités massives de récifs coralliens. Maintenant, on a aussi des effets directs rapides. Donc, je vous ai parlé de vagues de chaleur. Ces vagues de chaleur, qu'on appelle des événements extrêmes. Alors, les événements climatiques extrêmes, il y en a plein de sortes. Hein. Vous avez les sécheresses, mais vous avez aussi les inondations, les tornades, les tempêtes, les cyclones, les vagues de froid, etc. Et si vous regardez notre courbe de tolérance, lorsqu'on a un pic comme ça, dans un sens ou dans un autre, on va passer des limites de tolérance, on va être dans un stress intense, et on va avoir des mortalités massives dans des populations qui vont donc se retrouver très affaiblies
parce que beaucoup moins abondante, et aussi parce que moins riche génétiquement. C'est souvent les individus qui sont un peu plus résistants qui vont rester, mais ça veut dire que ça va éliminer énormément d'individus. Et puis vous avez des effets indirects. Donc je vous avais parlé de phénologie. Qu'est-ce que c'est que la phénologie? La phénologie, c'est l'apparition d'événements périodiques dans le monde vivant, et ça c'est déterminé par des variations saisonnières du climat. Donc vous connaissez tous des événements qui sont liés à la phénologie, c'est par exemple la floraison ou le bourgeonnement des plantes. On sait tous que ça arrive à un certain moment dans l'année. Lorsque les feuilles tombent, c'est exactement pareil, ça arrive à un certain moment dans l'année. Les migrations, par exemple, des oiseaux, l'hibernation, les naissances. Les naissances arrivent toutes à peu près au même moment pour les différentes espèces qui ont ces effets de phénologie. Et grâce à la science participative qu'on a évoquée la semaine dernière, je ne vis que pour ces cours, donc pour moi, il n'existe rien entre les deux. La semaine dernière, avec Guillaume Latombe, la science participative qui est basée sur les remontées de données par le public, qui permet de remonter énormément de données, on a beaucoup d'informations sur la phénologie. Les gens peuvent dire « ça y est, mes petites fleurs, elles ont éclose. Les bourgeons, ça y est, les hirondelles commencent à arriver, etc. » Et donc, grâce à ça, on a énormément de données, par exemple à l'échelle nationale. Et on sait que la floraison de certaines espèces a avancé de plus de 10 jours par décennie. 10 jours par décennie. C'est gigantesque, hein. Surtout que ça veut dire en 30 ans, c'est un mois, et il n'y a pas tellement de mois dans l'année. Donc, si vous avancez comme ça, au bout d'un moment, c'est vraiment problématique. Et ces effets, ils peuvent être indirects parce que ça va décaler certains événements de relations entre les espèces. Par exemple, la naissance d'oisillons, qui normalement va correspondre au taux d'abondance, au pic d'abondance des chenilles, parce que les mésanges en fait, se reproduisent à un moment dans l'année qui va correspondre à une éclosion des oisillons lorsque le pic d'abondance des chenilles est là. Et en fait, si les chenilles se sont développées plus rapidement à cause du changement climatique, parce que ce sont des animaux à sang froid, à ce moment-là, lorsque les oiseaux vont se reproduire, elles ne pourront plus nourrir leurs petits parce que le pic d'abondance des proies aura shifté. Et c'est pareil pour, par exemple, les pollinisateurs et les plantes. Les pollinisateurs et les plantes qui ont besoin d'être pollinisées. Il se peut que les plantes soient disponibles trop tôt ou trop tard par rapport à leurs pollinisateurs. Et alors, il y a une étude qui a montré que ça pouvait mener à l'extinction des deux espèces. Le pollinisateur parce qu'il a plus son pollen et la plante parce qu'elle a plus sa reproduction. Et cette étude qui a porté sur presque 1000 duos d'espèces suggère qu'à peu près les 2/3 pourraient disparaître en raison de la disparition de l'une des deux espèces, qui entraîne du coup l'autre. Un autre exemple, c'est les changements d'aire de distribution. Donc en fait, on a beaucoup d'espèces qui vont modifier leur répartition mondiale au fil des générations. Donc ce n'est pas tout le monde bouge en un été, hein, c'est au fil des générations, il y a de moins en moins de gens au sud et il y en a de plus en plus au nord, pour progressivement suivre leur optimum climatique qui est en train de shifter vers les pôles. Et ça a déjà été observé sur plus d'1 millier d'espèces, et en particulier sur celles qui ont une grande capacité de dispersion, comme par exemple les oiseaux, les insectes, les invertébrés marins, etc. Donc vous avez ici une carte qui vous montre l'aire de répartition d'un arbre. Et ici, c'est la zone foncée, c'est la zone la plus importante, c'est les 95% de la zone. Ça, c'est un peu les extrêmes, en plus clair. Et vous voyez que si on regarde dans le futur avec le changement climatique, tout a shifté. Et tout a shifté, évidemment, il y a une limite au nord, donc ça veut dire aussi qu'il y a une diminution importante de l'aire de répartition, en particulier pour les espèces qui sont polaires, et pour les espèces qui sont montagnardes, parce que plus on monte,
et plus la surface diminue puisqu'on est sur un cône. Et puis avec une limite évidemment dans les deux cas. Ces chiffres de distribution d'espèces entraînent ce qu'on appelle aussi la dette climatique, alors des changements de communauté, puisque les espèces ne se déplacent pas à la même vitesse, et une dette climatique. Alors qu'est-ce que c'est que cette dette climatique? En fait, il y a une étude qui a été faite par une équipe d'écologues à Montpellier il y a quelques années et qui s'est focalisée sur 9500 communautés d'oiseaux et 2000 à peu près communautés de papillons sur 2 décennies et sur l'échelle européenne. Et ils ont pu montrer que, effectivement, les changements dans la composition des communautés sont équivalents à un déplacement de 37 km vers le nord pour les oiseaux et de 114 km vers le nord pour les papillons en moyenne. Okay, en moyenne, on s'aperçoit que sur 2 décennies, nous avons nos 2 groupes qui se déplacent. Donc on va se dire c'est une bonne nouvelle, ils arrivent à... parce que c'est deux groupes d'espèces qui se dispersent assez rapidement au fil des générations. Le problème, c'est qu'au cours de la même période, le déplacement de la température était encore plus rapide que ça, de sorte que la dette climatique des oiseaux et des papillons correspond à un décalage de 212 km et de 135 km par rapport au climat. Donc ils se déplacent, ces 2 groupes, mais pas assez vite, ils sont encore derrière. Et ça, c'est des groupes qui se déplacent particulièrement rapidement au fil des générations. Et tout ça, c'est avec des changements observés qui correspondent à un réchauffement depuis la fin du 19e siècle de l'ordre de moins de 1 degré. On commence à approcher les 1,5 degrés. Et donc, on peut se demander, mais quelle va être l'amplitude de ces effets avec des augmentations de plus de 2 degrés qui pourraient aller même jusqu'à 6 degrés dans les scénarios les moins bons. Et une des choses qui peut arriver, et qui arrive déjà dans certains cas, c'est ce qu'on appelle des points de basculement. Point de basculement, c'est un passage d'un équilibre stable d'un écosystème à un autre équilibre stable d'un écosystème, un passage qui n'est pas dû à un bouleversement, mais qui est dû tout simplement à une incrémentation d'un effet au-delà d'un certain seuil. Si vous prenez l'exemple de la pile de pièces, vous rajoutez des pièces sur votre pile, si vous faites vraiment bien attention, vous pouvez en rajouter beaucoup, mais il va se passer un moment où vous allez rajouter une seule pièce, pas différente des autres, mais où ça va faire tout basculer. Et votre équilibre qui était en apparence stable, il va se retrouver à un autre en équilibre, celui où vous avez un tas de pièces par terre, et alors pour repasser dans l'autre état, c'est un petit peu compliqué. Et il y a des études qui montrent que c'est des choses qui risquent d'arriver avec le changement climatique, et notamment une analyse qui montre que l'évolution des écosystèmes en Amérique du Sud pourrait passer de la forêt tropicale amazonienne à des savanes, comme on a dans certaines zones d'Afrique. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que les changements qu'on a vus jusqu'à maintenant, ils sont encore assez modestes. Si vous regardez ici ce graphe qui vient du dernier rapport du GIEC, vous avez ici les années et les bandes de couleurs, je pense que vous devez connaître maintenant, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est la différence entre la température de l'année et les niveaux 1850-1900 en degrés. Et vous voyez que plus on avance dans le temps, plus on augmente, et ici, on passe au futur et donc à des scénarios, avec des scénarios de on fait tous les efforts possibles on fait pas trop d'efforts. Et vous voyez que eh bien, ça peut devenir vraiment très très problématique. Donc on en est à plus 4 ici dans toutes ces zones-là. Et ce qu'il faut regarder, c'est quand est-ce qu'on est né, c'est-à-dire quand est-ce que les gens vont subir ces scénarios. Donc si vous regardez les gens qui sont nés en 1950, bon, ben, ici ils ont 70 ans aujourd'hui, et donc ils subissent quelque chose qui est déjà pas très très drôle. Mais les gens qui sont nés un peu plus tard, en 2020 par exemple, qui auront 70 ans en 2090, comme c'est la majorité des gens dans cette salle, ben, vous voyez que c'est des choses qui sont tout à fait concrètes. C'est des choses qui sont tout à fait concrètes que l'humanité va vivre après-demain.
et évidemment la biodiversité avec tous les... Alors je vous ai fait vraiment un raccourci de tous les liens entre la biodiversité et le climat. Mais bon, tout ça, ça montre que c'est vraiment important de considérer les différents scénarios possibles avec un S d'évolution du système. Et ça nous mène à mes deux parties suivantes où on a essayé de regarder justement ce qui risquait de se passer, donc avec de la modélisation, puisque c'est dans le futur, avec deux approches différentes. Donc la première, ça va être basé sur un groupe spécifique et on va se demander, en fait, est-ce que le changement climatique va affecter les invasions biologiques, puisqu'on voit que ça va affecter la biodiversité en général, et si oui, comment est-ce que ça va l'affecter? Dans quel sens? Comment qualitativement et quantitativement? Plus précisément, est-ce que les espèces exotiques envahissantes seront affectées par les changements climatiques au même titre que le reste de la biodiversité, ou est-ce que ce sont des espèces un peu spéciales? Est-ce qu'elles seront favorisées par les changements climatiques, au contraire, et donc plus impactantes, donc avec un impact différent de l'ensemble? Est-ce que vous avez déjà des pronostics? Ouais, je vois des gens qui hochent de la tête. Ok, très bien. Donc l'approche qu'on va prendre, on va regarder en fait les effets du changement climatique sur l'aire de distribution potentielle des espèces exotiques envahissantes. Il y a plein d'autres choses qui y jouent, je vous l'ai montré. On va déjà regarder juste les aires de distribution potentielle, puisque c'est important pour les invasions biologiques. Et puis on va le faire sur deux groupes. On va le faire sur un échantillon qui est relativement petit et qui est taxonomiquement et écologiquement homogène. Donc c'est les fourmis. On va regarder 15 espèces de fourmis parmi les 19 dont on avait précédemment montré qu'elles étaient parmi les pires. Et puis on va prendre un autre échantillon, un échantillon qui est plus large et qui est évidemment du coup plus hétérogène pour voir si on obtient à peu près la même chose. Et là, par souci de simplicité, on a pris un échantillon qui existait déjà, qui allait un petit peu dans tous les groupes. C'est la fameuse liste des 100 parmi les pires espèces exotiques envahissantes dans le monde. Et donc, pour les deux, on va utiliser la même méthode, qui est celle qu'on a vue à un cours précédent, celle des modèles de niche, où vous vous souvenez, on a des observations de nos espèces. Grâce à ces observations, on regarde quelles sont les variables climatiques aux endroits où sont ces espèces. On va utiliser un certain nombre de techniques de modélisation pour faire cette niche climatique et on va pouvoir projeter où est-ce qu'il y a cette combinaison de variables qui est optimale pour notre espèce ailleurs dans le monde que là où elle est, en faisant l'hypothèse que du coup, si on l'introduit là, elle pourra s'y établir puisqu'elle sera dans sa niche climatique. Et ça, en fait, on peut le faire aussi sur le climat dans le futur, puisqu'on a des scénarios du climat futur. Et donc, on prend, par exemple, les 6 scénarios futurs. Donc, en fait, c'est 2 scénarios. On va prendre 2 scénarios extrêmes pour avoir les 2 bornes. Et on va prendre des différents modèles climatiques. Et on va faire exactement la même chose. Et on va se retrouver avec des cartes climatiques du futur. Et donc, on va pouvoir voir notre espèce, si elle ne change pas d'optimal climatique, de niche climatique, où est-ce qu'elle va pouvoir devenir envahissante dans le futur, qu'elle ne peut pas envahir pour l'instant. Et donc vous allez avoir des cartes comme ça, qui seront pour la même espèce, avec des différences entre les deux. Donc d'abord, on va regarder sur les fourmis. Vous vous rappelez, les fourmis, plus de 500 espèces qui sont établies en dehors de leur zone native, plus de 300 qui sont dans des écosystèmes naturels, une vingtaine qui est très problématique selon l'IUCN, 5 qui sont dans notre liste des 100 parmi les pires espèces exotiques envahissantes, et un article assez récent qui a listé 31 qui étaient celles pour lesquelles il fallait avoir une vigilance accrue. Donc un groupe d'espèces qui est très intéressant pour les invasions. Donc nous, on en a pris 14 ou 15. Parmi ces pires, c'est en fait celles qui avaient les meilleures données. Et on a fait tous ces modèles climatiques. Donc ici, c'est Anoplolepis gracilipes, la fourmi folle jaune, aux pieds gracieux. Et on voit en fait les différences de zones favorables climatiquement pour l'espèce maintenant et dans le futur. Et ça, on peut le faire pour toutes les espèces et on peut regarder pour tous les continents. Et donc on peut voir entre maintenant et dans le futur
les différences d'air potentiel, le pourcentage d'air potentiel de n'importe quelle espèce avec cette méthode. Donc, en fait, je ne cherche pas à vous donner des résultats précis, là, juste à vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, pour chaque espèce, on va regarder où est-ce qu'elle peut être envahissante maintenant, où est-ce qu'elle peut être envahissante dans le futur, quel pourcentage par exemple, du continent ça correspond, et est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, etc. On peut faire comme ça des cartes où on voit là où elle n'est jamais prédite comme pouvant envahir, là où elle peut seulement envahir actuellement, ce qui est en bleu, mais où, avec le changement climatique, ce ne seront plus des zones climatiquement favorables. En rouge, ce sont les zones qui ne sont pas climatiquement favorables actuellement, mais qui vont le devenir dans le futur, parce que le climat change. Et puis en jaune, c'est ce qui est favorable maintenant et qui le sera encore dans le futur. Et donc on peut voir des fois des shifts comme ça avec les différentes espèces. Et donc ça, on peut le faire sur toutes nos espèces. Et après, on peut calculer des choses à l'échelle de tout le groupe. Et on peut regarder, par exemple, avec le temps. Donc ici, vous avez, on ne voit pas très bien, mais c'est trois échelles de temps. 2020, 2050, 2080. Alors cette étude, on l'avait fait évidemment avant 2020, on l'a fait en 2010. Et on voit que, en fait, les tendances... Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a des espèces qui vont perdre... chaque groupe d'histogrammes, c'est une de nos espèces. Hein. Et vous voyez qu'il y a des espèces qui sont dans le négatif, donc elles vont perdre de l'aire de distribution favorable, elles vont être défavorisées par le changement climatique, et il y en a d'autres qui sont dans le positif, donc elles vont avoir plus d'air favorable pour l'envahissement. Et vous voyez qu'en général, c'est une tendance continue dans le temps. C'est de plus en plus important ou de moins en moins important. Donc on a des espèces qui vont être favorisées par le changement climatique, comme par exemple la fourmi aiguille asiatique. Donc on n'a presque pas de zone bleue, de perte, et on a des grandes zones rouges, donc avec des espèces qui vont, des aires qui vont s'ouvrir climatiquement à ces espèces. Et puis vous en avez qui vont bénéficier du changement climatique, et quand on dit bénéficier du changement climatique, ça peut être de deux manières différentes. Ça peut être soit parce qu'il y a une augmentation quantitative de l'habitat, il y a des zones de plus en plus importantes qui sont favorables. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup plus de positifs en fonction des continents pour Monomorium destructor, beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc le pourcentage d'air favorable est plus grand. Et puis vous avez aussi une augmentation qualitative, c'est-à-dire que dans une aire donnée, ça peut être un petit peu favorable ou ça peut être très 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 favorable. Ce n'est pas du binaire. Okay, et donc vous pouvez voir que la proportion d'air qui va être excellente au niveau matching entre le climat de l'aire de distribution et la niche climatique, il peut être excellent, il peut être très haut, il peut être élevé, il peut être médium ou moyen ou bas. Et donc vous pouvez avoir une augmentation qualitative à R égale. Et vous pouvez même avoir une décroissance de l'air, mais que cette aire soit qualitativement plus importante. Donc j'ai dit certaines espèces vont être défavorisées par le changement climatique. C'est le cas aussi de la fourmi à grosse tête, qu'on avait vu un des derniers cours. Et vous voyez ici que, en fait, quel que soit le continent, l'aire de distribution est moins importante dans le futur, avec un déclin continu dans le temps. Et puis, on peut regarder sur des zones géographiques en particulier. Alors, pour les fourmis, je vous donne l'exemple de la France. Et pour la troisième partie, je vous donnerai un autre exemple d'aire particulière. Donc, la France, on a regardé par département. On a regardé sur toutes nos espèces exotiques envahissantes. Et si on fait des cartes d'affinité climatique, donc vous vous rappelez, ça c'est la qualité en fait, du match entre la niche climatique de l'espèce et le climat de l'endroit, vous voyez qu'il y a certaines espèces, ça c'est la fourmi d'Argentine,
où on a vraiment un bon match, et puis d'autres où c'est un petit peu moins le cas. Ça, c'est la fourmi de feu, dont on a parlé déjà plusieurs fois, et qui vient d'arriver, qui est en Sicile, qui pose des dégâts phénoménaux aux États-Unis, en Australie, et dont on avait peur depuis des décennies qu'elle arrive en Europe. Et donc, ça y est, elle est arrivée. Donc, certains départements climatiquement favorables pour 10 des espèces qu'on a étudiées. Donc, quand même pas mal. Et puis, si on regarde avec le changement climatique, donc en rouge, c'est là où il va y avoir une perte quantitative, et en bleu, c'est là où il va y avoir un gain. Vous voyez qu'il y a certaines espèces qui vont être favorisées par le changement climatique, d'autres qui vont être défavorisées, mais enfin, elles sont déjà tellement présentes que même si elles sont un petit peu défavorisées, ça reste quand même très, très problématique. Certaines qui ont un petit peu les deux, comme notre fourmi de feu, mais avec des zones qui vont être encore plus favorables, des zones qui le seront un peu moins, mais avec toujours quand même pas mal de favorables. Donc tout ça, c'est de la modélisation, mais on a essayé de faire une petite expérience pour essayer de compléter cet aspect théorique. On a fait ça donc sur la fourmi d'Argentine, qui est déjà un petit peu partout en Europe. Ce sont les points jaunes ici, posés sur cette carte de distribution d'espèces, donc de modèles de niche de cette espèce actuellement. Et en fait, on a voulu regarder en laboratoire et sur le terrain si on pouvait reproduire un petit peu ce qui risquait de se passer dans le futur. Donc dans le futur, cette carte-là, elle se modifie comme ça pour cette espèce. Vous voyez ici 2 points. Ce sont 2 points sur lesquels on va faire une expérience sur le terrain. Donc c'est en fait Orsay, c'est là où j'avais mon laboratoire à l'époque, avant d'être à Saclay. Et Cordoba, qui est là où il y avait en fait mon ingénieur de recherche qui était originaire de là-bas et qui connaissait un terrain sur lequel on a en fait planté 72 nids expérimentaux dans chacun des deux, dans un verger dans les 2 cas, en contrôlant le plus possible de paramètres. Et puis, en plus de ces deux endroits, on a aussi fait la même chose en laboratoire, 72 nids en laboratoire pour avoir un contrôle. En fait, ces boîtes, elles étaient faites de manière assez particulière. Donc, il y avait la colonie à l'intérieur de la boîte. Rappelez-vous, c'est des espèces qui sont toutes petites. Donc, on a des colonies qui peuvent tenir dans des petits volumes. Et on avait un trou dans notre boîte qui était scellé par un grillage métallique par lequel pouvaient passer les ouvrières. Donc, un maillage suffisamment grand pour laisser passer les ouvrières, mais trop petit pour laisser passer les reines. Donc les reines restaient à l'intérieur et ne pouvaient pas se déplacer, ce qui fait qu'en fait la colonie ne pouvait pas déménager et aller s'implanter ailleurs. Et donc en fait on a regardé comme ça ces 2 zones, et puis on a essayé de regarder si les fourmis dont on sait qu'elles sont déjà envahissantes ici, est-ce qu'elles tiennent sur le terrain dans ces conditions-là? Est-ce que la colonie va tenir? Donc on les a laissées pendant un certain temps. Et là où on sait qu'elles ne sont pas censées pouvoir s'établir, mais qu'elles pourraient s'établir dans le futur. Et en fait, les résultats, on les a regardés au travers de 4 paramètres différents. Le pourcentage de colonies qui étaient encore vivantes à la fin de notre session, la proportion des reines qui étaient vivantes, parce qu'on mettait plusieurs reines par colonie, ce qui est normal pour certaines espèces. Hein. Le cliché, c'est une reine pour une colonie. Il y a assez peu d'espèces de fourmis pour lesquelles c'est le cas. Souvent, il y a plusieurs reines. Nous avions le pourcentage de colonies, donc parmi les encore vivantes, qui avaient du couvain, des œufs ou des larves, et la taille de ce couvain. Combien il y avait d'œufs, combien... Et on voit bien que dans le laboratoire, ça va, hein, ça s'est plutôt bien passé. Au sud de l'Espagne, beaucoup moins, mais c'est un petit peu normal parce que les conditions naturelles, c'est toujours plus difficile. Hein. Il y a des espèces locales, il faut trouver de la nourriture, etc. Et par contre, au nord de la France, personne n'a survécu. La température est trop basse pour ces espèces. Et donc, j'ai fait vraiment un résumé de cette étude, mais ça montre que
les fourmis d'Argentine ne peuvent pas s'établir actuellement. Alors en France, elles sont déjà en France, en Méditerranée, dans la région d'Île-de-France qu'on a étudiée, ce qui est en accord avec nos modèles bioclimatiques, mais elles pourront, lorsque la France aura le même climat que le sud de l'Espagne, ou en tout cas dans cette zone-là, ce qui est à peu près dans 50 ans. Bien, donc si on résume notre partie sur les effets du changement climatique sur les fourmis envahissantes, qu'elles seront encore plus envahissantes avec le changement climatique, en fait, toutes ne vont pas profiter du changement climatique. Il n'y a pas une tendance unique. On avait 5 espèces qui ont augmenté, 7 qui ont diminué, 3 qui sont restées stables. Une proportion importante va avoir effectivement une diminution de son aire d'invasion, mais on a des résultats qui sont hétérogènes parmi les différentes espèces et parmi les différentes régions. Et en plus, on a un changement qualitatif et quantitatif. Et donc, comme ce que je vous ai dit quasiment à chaque cours, ça dépend. Okay. Il faut vraiment regarder espèce par espèce, endroit par endroit. Bon. Mais est-ce que cette diversité-là, elle est spécifique à la famille des Formicidés, donc aux fourmis, ou est-ce que si on le teste sur un échantillon plus large, on va avoir des choses différentes? Donc là, on va passer à la troisième partie où on va faire à peu près la même chose, mais sur un groupe autrement plus large et plus important aussi, puisqu'au lieu d'avoir une quinzaine d'espèces, là, on va en avoir une centaine. Donc là, on va prendre le groupe des 100 espèces parmi les pires, dont je vous ai déjà parlé et qui a été sélectionné avec 3 critères. Ce sont des espèces qui ont un impact important, soit sur la biodiversité, soit sur les activités humaines. Une grande variété de groupes taxonomiques, d'écosystèmes, de types d'impact. Donc c'est pour ça que nous, là, ça nous intéresse, parce que vraiment, on a quelque chose de très, très vaste, et évidemment, un potentiel d'illustration important des problèmes liés aux invasions. Donc beaucoup d'espèces différentes, des invertébrés, des vertébrés, des champignons, des micro-organismes, des organismes aquatiques, marins, eau douce, des organismes terrestres, etc. Donc, pour ça, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour les fourmis. On va aller chercher les données d'occurrence dans différentes bases de données pour les 100. Donc ça, c'est évidemment un gros boulot. Ici, vous avez une carte du monde où on n'a pas fait les contours des continents. C'est juste les points qui ont été récupérés, les points d'occurrence, avec, en moyenne, on a 3800 points par espèce. Donc c'est normal, ces espèces-là, elles sont parmi les plus étudiées, puisqu'elles sont dans la liste parmi les pires. On va utiliser des données de climat, mais on va aussi utiliser des données d'utilisation des sols. Donc on va regarder si chaque pixel correspond sur notre carte à une forêt, à un marais, à une ville, à un champ. Et on va rentrer ça dans nos modèles, parce que nos modèles de niche, en fait, on peut mettre autre chose que des variables climatiques. Donc on va mettre ici, par exemple, des variables d'utilisation des sols. Et puis ça va nous donner nos cartes de distribution spatiale potentielle pour chaque espèce, pour chacune de nos 100 espèces. Okay. Donc, on a comme ça l'affinité de l'habitat, on va dire, pour chaque espèce, et on peut le faire en présent et en futur, donc futur avec changement climatique, pour chacune de nos 100 espèces. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut le passer en binaire. On prend un seuil et on dit au-delà de ce seuil, c'est bon, l'espèce peut envahir. Et puis, on peut superposer toutes nos cartes de nos 100 espèces et compter pour chaque endroit le nombre d'espèces potentiellement envahissantes à cet endroit. Okay. Donc, quand c'est rouge foncé ici, c'est que vous avez jusqu'à 60 espèces ou 70 espèces qui sont envahissantes parmi nos 100. Donc, c'est quand même énorme, parce qu'en plus, il y a toutes les autres espèces. Donc, ce qu'on voit ici sur cette carte sur cette carte future, c'est qu'on a 3 points chauds d'invasion, le nord-est de l'Amérique du Nord, l'Europe et le sud-ouest de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a aussi d'autres endroits qui sont importants, l'Indonésie, les îles du Pacifique qu'on ne voit pas ici, certaines zones d'Afrique aussi,
et du Brésil qui pourraient être touchés un petit peu moins. Alors un petit peu moins, ça veut dire quand même entre 20 et 40 parmi nos 100 pires. Vous comprenez bien que s'il y a une seule espèce parmi les pires, c'est déjà très problématique pour l'habitat. Donc si on regarde la différence entre les deux, ici on a mis cette différence avec des couleurs entre le rouge où ça devient pire, il y a plus d'espèces, et le vert où c'est un petit peu mieux, il y a moins d'espèces, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est bien, hein, parce que s'il y a moins d'espèces, ça veut dire qu'il y en a quand même, et si on était parti à un taux assez important comme en Europe par exemple, eh ben ça peut être problématique. Mais ça nous montre que on peut avoir une augmentation dans certaines zones, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 3 points chauds. Et ça, ce sont des zones pour lesquelles il va falloir privilégier la prévention et le suivi. C'est là où vraiment il va falloir faire attention et notamment avoir du monitoring et empêcher les nouvelles espèces d'arriver. Et ces zones vertes, elles sont importantes aussi parce que ces zones où il va y avoir une diminution du nombre d'espèces exotiques envahissantes, ce sont des opportunités de restauration des écosystèmes. Donc ça va être peut-être l'occasion d'avoir le climat qui nous donne un coup de main pour éliminer ces espèces et restaurer les écosystèmes. Si on regarde maintenant la taille de répartition pour chacune de nos 100 espèces, et donc chacune de nos 100 espèces, on regarde sur toute la carte du monde et on compte le nombre de pixels maintenant et dans le futur, et on regarde le pourcentage de changement. En fait, on peut regarder comme ça par groupe taxonomique les amphibiens, les invertébrés aquatiques, les oiseaux, etc. Et on voit qu'ici, avec cette limite de 0%, on voit que certaines espèces vont être défavorisées par le changement climatique globalement au niveau de leur groupe, les amphibiens en général, alors que d'autres, les invertébrés aquatiques, vont être plutôt favorisés globalement par le changement climatique. Donc ici, on a 4 groupes amphibiens, oiseaux, champignons, qui pourraient être avec une forte réduction de la taille de leur aire de répartition globalement. Et puis on en a d'autres qui, au contraire, comme par exemple les plantes aquatiques, les micro-organismes, les invertébrés terrestres et aquatiques, là on va avoir une augmentation de l'aire de répartition globale. Donc vous voyez encore une fois que selon le groupe, on n'a pas exactement la même chose. Maintenant, en plus, au sein du groupe, on n'a pas de choses qui sont vraiment très convergentes. Au sein du groupe, on a des espèces qui vont augmenter et des espèces qui vont diminuer. Vous voyez ? En fait, les modèles vont converger uniquement chez les amphibiens et les micro-organismes. Dans la plupart des autres, c'est un petit peu le bazar. Même si en moyenne, on voit qu'il y a une augmentation ou une diminution, si on prend espèce par espèce, on n'a pas forcément toujours la même chose. Le fameux « ça dépend ». Et puis tout à l'heure, on a regardé sur la France, après avoir regardé par continent. Alors là, on peut regarder par continent aussi. Donc en faisant nos cartes avec toutes nos espèces et puis en découpant en fait, par continent. Et en fait, on s'aperçoit que si on regarde le nombre actuel, il y a des zones comme ici qui sont des zones plus propices aux invasions actuellement. Et si on regarde avec le changement climatique, donc la différence entre les deux, on voit qu'il y a des zones comme la zone australasienne, la zone néotropicale, où il va y avoir plus d'invasions dans le futur. Donc là, ce n'est pas par groupe taxonomique, c'est par zone géographique. Et puisqu'on parle de zone géographique et de changement biogéographique, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'après ce cours, nous avons un séminaire de l'excellentissime Boris Leroy, qui est docteur, maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle et qui est spécialiste de la biogéographie des espèces exotiques envahissantes. Donc je vous invite évidemment à rester pour ce séminaire à la fin de ce cours. Donc tout à l'heure, je vous disais, on a regardé pour la France ce qui se passait, donc on a fait un petit focus sur un pays. Là, on va faire un petit focus aussi, mais on ne va pas faire un focus sur un seul endroit, on va faire un focus sur plein d'endroits. Ces endroits, c'est les points chauds de biodiversité.
ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité. Ces endroits, ils sont très particuliers dans le monde parce que ce sont les endroits qui sont à la fois les plus riches sur le plan biologique et les plus menacés de la planète. La superficie combinée de tous ces endroits, je ne sais plus combien il y en a, 33, 34, ça change régulièrement, c'est 2,3% des terres émergées de la planète. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est 50% des espèces végétales et 42% des espèces de vertébrés terrestres qui sont endémiques de ces zones-là. Ça veut dire que ce sont des endroits qui sont particulièrement menacés, mais particulièrement riches et uniques, et que si on protège ces endroits-là, alors c'est là où on a la plus grande efficacité de protection par kilomètre carré. Donc on va regarder nos invasions dans les hotspots de biodiversité. Donc ça c'est assez simple, là on prend notre carte de hotspots de biodiversité, on la colle sur notre carte des invasions présentes et futures, et puis eh bien, on a notre carte d'invasion uniquement là où ça nous intéresse, et on peut du coup compter le nombre d'espèces exotiques envahissantes dans ces 34 hotspots de biodiversité parmi nos 100. Et comme il y en a 100, ça nous fait un pourcentage en plus. Donc on peut faire des zooms comme ça pour aller regarder vraiment dans chacun des hotspots de biodiversité. Et dans ces hotspots de biodiversité, on a donc, pour nos 100 espèces, on a notre distribution. Et on peut faire ça après pour tous nos 34 hotspots de biodiversité. Et on peut voir le nombre d'espèces exotiques envahissantes parmi nos 100 dans chacun de nos 34 hotspots de biodiversité, maintenant ou dans le futur. Donc on a dans le présent, on a dans le futur, on a la différence entre les deux, et donc on peut faire comme ça notre carte future et la différence entre les deux. Okay ? La différence entre les deux, ça veut dire que chaque fois qu'on est au-dessus de 0, le changement climatique va favoriser les invasions dans cette zone du monde, et quand on est en dessous de 0, le changement climatique va défavoriser les invasions dans cette zone du monde, globalement. Et si on regarde tous les hotspots ensemble, c'est-à-dire tout ça ensemble, et qu'on regarde le reste du monde, en fait, on s'aperçoit que les invasions biologiques vont être plus présentes avec le changement climatique dans les hotspots de biodiversité, ce qui est vraiment problématique. Donc, les points chauds de biodiversité sont très vulnérables aux invasions biologiques. Ils conviennent à de nombreuses espèces exotiques envahissantes, plus que le reste du monde. En moyenne, chaque pixel de hotspot est favorable à environ 14 des pires espèces exotiques envahissantes, enfin 14 de la liste des 100 parmi les pires. Et certains sont encore plus vulnérables. Par exemple, la Polynésie française, c'est 35 espèces exotiques envahissantes sur 50 km². Donc c'est quelque chose, enfin parmi les pires, il y en a évidemment bien d'autres. Rappelez-vous que par exemple, il y a une seule espèce de rat parce qu'on ne peut pas mettre plusieurs genres dans cette liste. Mais or en Polynésie, il y a les 3 espèces de rats qui sont présentes. Avec le changement climatique, ces hotspots de biodiversité sont plus susceptibles d'être envahis que le reste du monde, et les effets sur la biodiversité sont évidemment difficiles à quantifier, mais ils vont être très certainement spectaculairement négatifs, en tout cas autant qu'ailleurs, au moins autant qu'ailleurs. Ce qu'on a vu pour les 100, qui en fait est un petit peu pareil que pour les fourmis, on n'a pas une tendance unique, on a certains taxons qui vont globalement augmenter, d'autres qui vont globalement diminuer, la plupart varient même au sein du groupe taxonomique. Au sein des régions également, les résultats sont hétérogènes. Certaines régions vont être plus envahies, d'autres moins, ce qui montre qu'il faut vraiment à chaque fois regarder. Alors, je ne veux pas donner l'impression qu'on ne peut pas faire de grandes tendances, qu'on ne peut pas dessiner de grands patrons, parce que évidemment c'est ce que je fais depuis le début. Mais ça montre que si on s'intéresse à un point local, alors il faut aller regarder localement. Si on s'intéresse à une espèce, alors il faut refaire l'étude sur cette espèce. C'est très intéressant de pouvoir faire des études macroécologiques, qui est ce que je fais, qui est ce que Boris Leroy va vous montrer également. Mais ça ne veut pas dire qu'après, il faut transposer notre message global à chaque point du globe ou à chaque espèce de notre panel. D'accord ?
on voit quand même que la plupart des espèces exotiques envahissantes montrent une forte augmentation dans les points chauds de biodiversité et que même si la répartition va diminuer ou si moins d'espèces vont envahir certaines régions, le schéma général, c'est quand même beaucoup d'invasions un petit peu partout. Globalement, si on se rappelle de nos deux questions de départ, est-ce que les espèces exotiques envahissantes vont être affectées par les changements climatiques au même titre que le reste de la biodiversité, ou est-ce qu'elles vont être favorisées et donc avoir un impact encore plus important? Pour certaines, oui, elles vont être affectées et leur aire va régresser, d'autres vont être favorisées par le changement climatique. Leur aire d'invasion va progresser et leurs impacts vont augmenter. Et puis, certaines espèces qui ne sont pas actuellement des espèces exotiques envahissantes vont pouvoir le devenir grâce au fait que des aires vont devenir favorables climatiquement alors qu'elles ne l'étaient pas avant. Ce qu'on appelle des barrières climatiques qui sont donc levées, par exemple parce que vous avez des hivers plus doux qui va permettre à une espèce de survivre toute l'année. Voilà. Je voudrais avec ça vous remercier pour votre attention et remercier évidemment toutes les personnes qui ont participé à ces études, celles qui font partie de mon équipe, et entre autres ces deux personnes-là qui sont celles qui ont fait leur thèse sur la partie 2 et la partie 3. Et puis, j'ai une diapo qui a disparu, qui est la diapo où j'essaie de faire la transition avec le cours suivant et le séminaire suivant. C'est bien dommage, ça veut dire qu'on va être obligé d'annuler le séminaire. Donc le cours suivant, en fait, c'est le dernier cours. Et comme c'est le dernier cours, j'ai voulu vous faire quelque chose un petit peu particulier et je vais essayer de vous expliquer le processus de recherche tel que les chercheurs le vivent. C'est-à-dire qu'en biologie de la conservation, vous avez vu avec Guillaume Latombe que c'est une discipline de crise où il faut avoir des solutions assez rapidement à partir d'informations très fragmentaires, très limitées, et avec des impacts très importants sur les actions qui peuvent en découler. Et je vais donc vous mettre en situation où on a une espèce qui décline et on ne sait pas ce qui se passe, et il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Okay, et puis on va maintenant enchaîner avec un séminaire donc, sur la biologie des invasions et la biogéographie, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu comme pendant ce cours des cartes du monde avec des changements des espèces. Je vais prendre quelques questions et puis après on va faire 15 minutes de pause avant le séminaire. Voilà. Je vous remercie.